L'épigénétique, c'est tout ce que nous mangeons, c'est la façon dont nous dormons, c'est la façon dont nous faisons du sport, c'est tout cet environnement que nous créons qui va exprimer plus ou moins les différents gènes. Mais les gènes sont là et ils sont là définitivement. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. J'ai un invité comme je les aime ce matin, un qui rentre pas dans les cases, le docteur Georges Mouton. Bonjour et bienvenue Georges. Bonjour Philippe, bonjour Beurre FM. Bien, vous arrivez d'où Georges? Oh, du Nord. Mais du Nord d'où? Oh, du Nord, c'est-à-dire que je vis au nord du Luxembourg qui lui-même, comme vous le savez, est au nord. Bien, et ça expliquera l'accent que vous avez, que vous partagerez avec nous ce matin. Vous êtes... spécialiste de l'écosystème intestinal. Ça, vous avez lu un livre il y a plus d'une vingtaine d'années, oui, où vous aviez raison avant tout le monde. Expert de la médecine fonctionnelle, appelée aussi médecine intégrative. Alors pour tout le monde, comment vous définissez-vous cette médecine fonctionnelle ? C'est pas très facile à définir en peu de mots, mais ce dont on pourrait parler à ce sujet-là, c'est que ça a quand même une forte tendance naturelle. On essaye d'éviter la chimie obligatoire, mais on ne la rejette pas. Hein. C'est quand même D'ailleurs, le terme intégratif dit bien que on peut parfaitement recourir à des médecines allopathiques ou à des traitements allopathiques. Et on peut dire que c'est une médecine qui s'intéresse plus à la cause qu'aux symptômes, plus à comprendre la cause et essayer d'y remédier, plutôt que de s'attacher à éteindre les conséquences. L'analogie que j'aime bien donner, c'est le tableau de bord d'un véhicule. Bon, d'un véhicule un peu qui date un peu, un véhicule un peu vintage, parce que les véhicules modernes sont plus sophistiqués que ça, mais si vous voulez, il y a 20 ans, ces lampes orange ou rouge qui s'allumaient, vous envoyez au garage. Alors la médecine fonctionnelle respecte ça. On va au garage, on soulève le capot, on vérifie les niveaux, on change un filtre, on remet de l'huile, on change une pièce, on met quelque chose de plus frais, alors que, mais c'est une caricature, mais la médecine conventionnelle prend un gros marteau et écrabouille la lampe, qu'elle soit rouge ou orange. Et soigne le symptôme. Il n'y a plus de lampe rouge. Ouais. Quels sont les outils que vous utilisez, puisque là vous parlez de quels sont les niveaux que vous vérifiez, vous C'est-à-dire, c'est vrai que, en tout cas, la façon dont je pratique cette médecine fonctionnelle, parce que chacun a un peu sa façon, j'ai une façon très personnelle de la pratiquer, que j'essaye de faire adopter par de nouveaux collègues que je forme, c'est quand même une pléthore de tests, si on peut financièrement se permettre de les faire, parce qu'on va tenir compte des budgets. Il faudrait essayer d'apporter la médecine fonctionnelle à un maximum de gens, mais c'est pas toujours réaliste, parce que sinon, sans test, on retombe un peu sur des hypothèses peu fiables. Donc, ces tests, c'est surtout sanguin, mais ça peut aussi être urine. Moi, j'aimais les urines de 24 heures qui vous donnent tout le cycle circadien. Et puis, éventuellement, parfois, on va plus loin, mais c'est surtout sang et urine de 24 heures. Avec ça, je fais déjà énormément. Vous publiez « Je mange selon mes génotypes » que vous montrez à la caméra chez Exuvie, un livre que vous n'auriez jamais dû écrire, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. À noter que les objectifs de votre livre, comme ça c'est fait, ne visent pas à la perte de poids. Et vous, à la place du mot régime, vous utilisez le mot diète. Oui. Je sais pas. J'ai tort ? Non ? Mais diète, ça fait, quand vous dites à quelqu'un, ça veut dire se mettre à la diète. Ça veut dire que c'est régime aussi, hein, tous ces mots ont été ces mots ont été mal interprétés. De toute façon, peu importe le terme, moi ce que je veux, c'est trouver avec mes patients, une à la fois, parce que ça doit être personnalisé, la diète, voilà, vous me prenez la main dans le sac, la diète qui conviendra à vie. Donc il n'est pas question, docteur, pour combien de temps ? Ça, c'est vraiment une question qu'il ne faut pas me poser. Nous sommes tous différents et aucun protocole alimentaire ne convient à tous. Ça voudrait dire qu'on devrait tous s'alimenter différemment, en fonction de qui nous sommes. Malheureusement, c'est souvent une personne qui cuisine dans l'ensemble de la maison et tout le monde mange la même chose. Ouais, on n'est pas obligé. Par exemple, supposons même qu'on mange exactement le même plat
et qu'on imagine que dans ce plat, il va y avoir une source de protéines, une source de féculents, donc de glucides, et une portion de légumes, on peut énormément jouer sur ces trois sur les quantités. Rapports. Donc c'est le rapport entre les différents macronutriments qui peut varier, qui doit varier beaucoup selon les personnes. Et alors sur ces différentes composantes du plat en question, on peut ajouter plus ou moins d'huile d'olive, de sauce, de machin. Donc ça c'est évidemment l'appel aux lipides. Donc on peut décliner ça de beaucoup de manières. Okay. Alors parmi les niveaux qu'il faut faire, vous conseillez de faire tester ces génotypes alimentaires. Oui. On va définir le vocabulaire ce matin. Alors déjà, qu'est-ce qu'un génotype ? Bon, alors il y a 2-3 termes qu'il faut bien éclaircir parce que il y a beaucoup de confusion et les gens sont incités à raconter n'importe quoi. Ce qui m'énerve le plus, je vais commencer par là, c'est quand on me demande si l'épigénétique, qui est très à la mode, très tendance, et très expliqué, ça la fout bien, je trouve. Vous voyez, c'est épigénétique, vous placez ça dans une conversation, vous avez tout de suite votre réputation d'intellectuel qui augmente. Mais en fait, l'épigénétique, c'est évidemment crucial, mais ça fait depuis toujours qu'on s'occupe d'épigénétique sans l'appeler épigénétique, pour la bonne et simple raison que c'est tout ce que nous mangeons, c'est la façon dont nous dormons, c'est la façon dont nous faisons du sport, c'est tout cet environnement que nous créons qui va exprimer plus ou moins, peu ou prou, je le placerai, c'est bien, vintage, peu ou prou les différents gènes, mais les gènes sont là et ils sont là définitivement. Alors, la génomique... Attendez, les gènes sont là et ils sont là définitivement, ça c'est important. De la naissance à la mort, il n'y a rien qui va les perturber. Donc, rien ne va les modifier, c'est ça que vous voulez dire ? Rien ne va les modifier, mais leur expression peut être modifiée. Ça, c'est le domaine de l'épigénétique. Mais revenons à la génétique. Laissons l'épigénétique de côté, parce que c'est ce que... c'est comme celui qui faisait de la prose sans s'en rendre compte. L'épigénétique, écoutez, rien que des conseils alimentaires, c'est de l'épigénétique. Mais la génétique, par contre, c'est un peu plus compliqué, parce que là, il y a des confusions. Dans la génétique, donc, ce qui est intéressant, ce sont les variations génétiques entre différentes personnes. Il y en a de deux types. Il y en a qui impliquent des conséquences graves, donc des maladies génétiques, dont certaines sont évidemment catastrophiques. Puis imaginons aussi le conseil génétique, vous voyez, de deux personnes qui ont un but de conception et qui se demandent si leurs gènes ne vont pas créer un problème pour toute une série de raisons, parce qu'il y a peut-être déjà des problèmes dans leur famille ou pour des raisons de proximité, parfois aussi religieuses, etc. Et donc ça, c'est du sérieux, parce qu'il y a risque, parfois jusqu'à un risque létal ou de maladie vraiment très, très significative. La génomique, ce sont aussi des variations du code génétique, mais qui n'impliquent pas de la maladie, qui sont en fait des déclinaisons. Alors, je ne sais pas, Philippe, vous allez peut-être m'aider une fois pour toutes, parce que moi, je ne sors pas du terme anglais setting. Bon, réglage. C'est des réglages. Ouais. J'aime bien setting. Oui, c'est pas mal. Ouais. Parce que ça n'implique rien de péjoratif. C'est des réglages, et bon, vous avez tel réglage, et puis votre frère ou votre sœur, pas des vrais jumeaux, parce que là, on a les mêmes réglages, mais même des faux jumeaux. On est tous différents, sauf les vrais jumeaux. Oui. Qui sont les génotypes. Qui ne sont pas différents. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que très souvent, il y a la même question qui revient et qui voudrait une réponse favorable qui serait erronée. C'est je connais mes génotypes, donc mon frère et ma sœur n'ont pas besoin de faire le test. Ben si, parce que alors c'est là que c'est peut-être intéressant de bien expliquer comment ça fonctionne. D'ailleurs, il suffit de remonter à ce fameux ADN, la double hélice. Bon, il y a chaque gène, puisqu'il y a deux hélices, double hélice, chaque gène a deux copies. Il y a une copie qui vient du père, une copie qui vient de la mère. Et on n'a aucun moyen pour savoir, sauf peut-être des exceptions, mais l'immense majorité, on ne pourra jamais
blâmer le père ou la mère, ce qui est peut-être mieux, parce que sinon on pourrait toujours avoir des repas de Pâques ou de fin d'année ou d'autres fêtes, peu importe la fête, qui seraient difficiles. Donc deux copies, une bonne... Rajouter l'Aïd. Oui, d'autres fêtes. Oui. Non. Ça laisse la porte ouverte à plein de à toutes les fêtes, c'est bien. Oui. Voilà. Ce qui est tout à fait légitime. Et donc, ces deux copies vont soit être les mêmes, et là je vais introduire un nouveau terme, donc là on parle d'un génotype homozygote, homo, le même, soit des copies différentes, et là on parle de hétérozygote. Et quand on reçoit les résultats de son génotype, on peut très vite comprendre si c'est homozygote ou hétérozygote, parce que souvent c'est manifesté sous forme de lettres, et si on a deux fois la même lettre, c'est homozygote, si on a deux lettres différentes, c'est hétérozygote. Donc là on sait déjà à quoi s'en tenir sur cet aspect-là. Bon, maintenant, ça se complique un peu si vous me... Alors, génotype, c'est donc le génotype, c'est un réglage, un setting qui résulte de cette combinaison de deux gènes. Et alors, pour prendre le cas le plus simple, si on a, on va dire, une copie efficace, active, rapide, et une copie faiblarde, un peu plus bas de gamme, un peu lente, parce que tout ça va déboucher sur des actions enzymatiques. Donc l'enzyme va être plus fonctionnel ou moins fonctionnel, va donner un résultat plus spectaculaire ou moins spectaculaire, selon évidemment le type de réaction enzymatique. Eh bien, forcément, si on a deux copies, donc homozygotes, de bonne qualité, on va avoir un gène très actif. Et donc un enzyme, je ne parle de gène, mais c'est l'enzyme qui en découle. Les gènes codent pour des protéines, donc typiquement des enzymes, pas que, mais c'est évidemment ça qui nous intéresse au premier chef. Et donc vous allez avoir deux copies rapides, un très bon enzyme, ou deux copies lentes, homozygotes mais faiblards, donc enzyme très... qui patauge, et puis hétérozygote intermédiaire. Alors, je mange selon mes génotypes, c'est le titre du livre de Georges Mouton, qui est mon invité ce matin chez Exuvie. On va essayer de faire simplex, c'est d'expliquer simplement quelque chose qui pourrait quand même être un peu compliqué. Alors, on a commencé à expliquer ce que c'était qu'un génotype. Vous, dans votre livre, vous en présentez 4. 4. Mais il y en a plus que 4. Oh, il y en a... Mais vous en présentez 4, ce sont les plus courants. C'est ce que j'ai appelé péremptoirement les génotypes alimentaires. Alors, il y en a d'autres. J'ai quelques pistes. Il y a un nutritionniste qui a lancé aussi deux, trois autres pistes. Mais sont quand même, je trouve, des pistes plus indirectes. Ici, on est quand même dans des génotypes qui vont nécessairement influencer ce qu'on mange, d'où ce surnom de génotype alimentaire. Alors, citez les 4 dont vous parlez dans votre livre. L'ApoE. L'ApoE, c'est le roi, c'est celui qui compte en premier lieu. Si on n'en fait qu'un, que ce soit celui-là. C'est le plus courant, en fait. C'est celui qui va avoir un rôle majeur parce qu'il a un tel impact sur notre gestion des lipides qui va nous dire si on est fait pour consommer énormément de lipides, ApoE2, pas trop de lipides, ou en tout cas des lipides, des graisses pas saturées, ou peu de graisses saturées, plus exactement, pas trop de cholestérol, donc une tendance un peu plus végétarienne aussi, parce que les lipides nous envoient vers l'animal, et les glucides, donc dans le camp opposé, nous envoient un peu plus vers le règne végétal, même si on peut faire des mélanges, mais c'est un peu la tendance. Ça, c'est ApoE4. Et puis alors, la grosse généralité, je dirais centrale, dans notre partie du monde, parce que ça dépend un peu aussi des régions, mais enfin, en tout cas, on peut quand même dire, même au niveau mondial, que c'est l'ApoE3, donc qui est entre le 2, très lipidique,
et le 4, on va dire, plus végétarien. Il y a le E3 qui concerne, dans cette partie de l'Europe, on va dire ça comme ça, parce que il y a de fortes variations quand même qu'il faut bien garder à l'esprit. En fonction de la région du monde d'où on vient. Oui, il y a d'assez fortes fluctuations, donc je ne veux pas trop m'avancer, mais on est toujours quand même dans le bon si on dit que l'ApoE3 domine, et chez nous c'est 3/4. Donc c'est de loin la majorité, et donc tout est un peu réglé pour ces gens-là, si vous voulez. Les habitudes ont été créées au fil du temps, au fil des expériences humaines. Quand vous êtes déjà à ApoE3, vous n'êtes jamais très très décalé par rapport à ce qu'il faudrait manger. Et alors la grosse trouvaille, ça je vais le dire parce que je ne le dis pas assez, je crois, quand je m'exprime, c'est les ApoE2 qui doivent manger beaucoup plus lipidique, et pour qui cette façon moderne, cette façon néolithique de manger beaucoup de glucides, les soi-disant pyramides alimentaires avec des bases glucidiques tout à fait exagérées et qui ne sont d'ailleurs pas trop saines pour qui que ce soit, sauf peut-être un peu quand on est de l'autre côté du continuum. Mais pour les ApoE2, cette façon de manger, vous voyez, tous les pâtes et non, c'est pas pour eux. C'est catastrophique. Eux, ils sont candidats au régime cétogène. Oui. Et comme c'est pas comme ça qu'ils ont pigé le truc au départ, et que ces ApoE2 grossissent avec les glucides et maigrissent avec les lipides, en mangeant des quantités raisonnables, évidemment, parce que si on surmange, tout le monde va grossir. Et qu'ils ont donc commencé souvent à s'enrober assez jeunes et à recevoir des colibets à l'école, vous voyez, à la récré. Hein. Et alors on leur a dit, mais toi tu grossis. Arrête, regarde, tu manges gras, mais tu grossis, arrête de manger gras. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme choix ? Ils vont manger glucidique. Or, c'est ça qui les fait grossir. Donc les pauvres se retrouvent parfois, assez souvent, très détraqués et très très incompris. Et je vais dire que ça, c'est assez dramatique quand même. Alors après l'émission, on leur dira, toi, tu dois être ApoE2. Hein. C'est sûr que tu es un ApoE2. Deuxième génotype que vous détaillez dans votre livre. Mais par ordre, effectivement, j'ai décidé un peu arbitrairement de présenter le DIE2, donc on utilise les acronymes, ces gènes sont connus sous leurs acronymes, mais bon, DIE2 signifie déiodinase 2. À première vue, on se dirait que ça c'est très traitement thyroïdien, parce que tous ceux qui reçoivent des hormones thyroïdiennes, il y en a énormément. Hein. Alors ce qu'il faut commencer, c'est que vous avez mis au point cette méthode en vous intéressant à des patients thyroïdiens. Oui, le DIE2, ça fait 10 ans que je le pratique. J'ai 2000 cas. Au début, c'était purement thyroïdien. Et je me suis rendu compte il y a 3 ans, même pas 3 ans, qu'en réalité, ce DIE2 avait une version ancestrale et une version moderne, et que ça impactait la diète, puisque c'est mon mot. Et donc là, je reviens pour compléter, parce que si est le bon cas pour compléter les explications un peu théoriques initiales. Donc vous avez l'homozygote très efficace, 2 copies actives du gène. Et pour le DIE2, ça c'est la version moderne. Et je vais expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment fascinant. Et alors de l'autre côté, vous avez l'homozygote ancestral, qui est un enzyme paresseux. Or, déiodinase 2, peu importe le 2, parce que alors là, c'est parti dans des complications, et 1, 2, 3, bref. Déiodinase, c'est enlever un iode, déiodinase, ça se comprend bien, je pense. Et donc, c'est la conversion de la thyroxine, cette thyroxine que beaucoup de gens connaissent et dont pas mal d'entre eux usent, reçoivent en prescription de leur médecin. Donc la thyroxine qui est en fait la T4 en langage courant, entre médecins on dit T4. Oui. 4 atomes d'iode. Vous en enlevez un, attention, pas n'importe lequel, vous enlevez le bon, vous passez à la T3, thyronine, peu importe, T3, qui est l'hormone active, l'hormone qui se fixe sur le récepteur aux hormones thyroïdiennes, TR, thyroid receptor.
Et donc, ça, c'est évidemment très important parce que la T3, c'est l'hormone magique, c'est l'hormone maîtresse. Il y a des récepteurs à la T3 dans tous les noyaux de toutes les cellules du corps humain, quel que soit le tissu, l'organe, le machin, il y en a. Donc, la thyroïde, elle est partout, contrairement aux autres hormones qui ont des cibles. Et donc, cette conversion de T4 en T3, c'est quelque chose de très costaud. It's a big deal. Non, it's a big deal, Georges. Indeed. On peut. Nous sommes à Paris. Non, on peut. It's a big deal. Ouais. Donc, cette déiodinase, je reviens à mon propos, si vous êtes homozygote moderne, vous avez 2 copies fortes, vous allez très bien convertir T4 en T3. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus facilement de la T3. Eh bien, ça vous permet de manger davantage de glucides. Parce qu'il faut plus de T3 quand on a une diète plus glucidique. Voilà, ça c'est un fait qu'il est facile d'observer pour les cliniciens et qui... Bon, c'est ainsi. OK ? Et inversement, si vous avez une DIO2 de type ancestral homozygote, vous n'êtes pas bon convertisseur. Et si vous diminuez votre consommation de glucides, vous allez plus vers le cétogène, je n'ai pas dit cétogène, mais que vous allez plus vers les lipides, vers le gras. Eh bien, vous avez besoin de moins de T3 et votre thyroïde va toujours être un peu mieux réglée. Parce que même si on vous prescrit de la T3, vous savez, c'est pas facile, hein, la T3, c'est très puissant, il y en a trop, puis il y en a trop peu. Bon, regardez, aujourd'hui, vous m'invitez dans une chaleur de fou, il y a exactement 26 degrés de plus que quand je suis parti de chez moi dans le nord le matin. Il me faudrait moins T3 maintenant, ok ? Et inversement, si vous mettez à faire du sport comme un fou, même en vacances, il vous faut plus... Donc la T3, elle est toujours mal foutue, mal réglée, mais si vous convertissez, votre corps est intelligent, il va plus convertir, moins convertir, il sait ce dont il a besoin, tandis que quand vous prenez de l'extérieur, c'est toujours un peu mal adapté, et donc il vaut mieux jouer sur la diète pour aider ceux qui ont cette version paresseuse de la DIO2, et j'ai vu des beaux progrès cliniques quand les gens en tiennent compte. Donc ça, c'est ceux qui ont le DIO2 ancestral. Oui. Mais il faut dire que chaque génétique, enfin chaque génotype a une version ancestrale et une version moderne. Non ? Oh, Philippe, là vous avez mis votre pied, vous voyez, non. Vous savez, quand on marche le long d'un trottoir à Paris, qu'on ne regarde pas où on a mis le pied, parfois vous mettez le pied. L'ApoE2, 3E4, il y en a pas mal qui voudraient me faire dire ancestral, pas ancestral, etc. Non. C'est une erreur courante parce qu'on se dit, au départ, était l'ApoE4, parce que tous les grands singes sont ApoE4. Et on a envie de se dire, le genre homo est venu d'Afrique, donc c'était E4, et puis c'est devenu E3, et puis la version moderne, c'est E2. Manque de bol, il y a d'énormes peuples africains, surtout en Afrique centrale et de l'Ouest, là tout autour du golfe de Guinée. Il y a des peuplades entières qui ont énormément d'ApoE2. Alors, depuis quand est-ce qu'ils sont ApoE2 ? Philippe, vous ne le savez pas. C'est parce qu'ils n'ont pas muté. Oui, mais s'ils n'ont pas muté, ils sont ancestraux. Donc, on n'utilise pas ancestral et moderne pour l'ApoE. Pas pour la... Mais pour le génotype suivant, là, vous aurez de l'ancestral et du moderne. Donc, le génotype suivant, c'est le... amylase salivaire, AMY1A. Attention, les AMY2, c'est l'amylase pancréatique qui, chez l'humain, joue un rôle secondaire. Elle existe, mais ce n'est pas la principale. Ce qui compte, c'est le salivaire, donc AMY1A. Et là, vous avez aussi du moderne et de l'ancestral. Georges Mouton est mon invité ce matin, spécialiste de l'écosystème intestinal et expert de la médecine fonctionnelle et qui publie « Je mange selon mes génotypes » aux éditions Exuvie. On est en train de voir le dernier génotype qu'on n'a pas encore évoqué, le... amylase salivaire AMY1A. Non, ça c'est le troisième qu'on a vu. Maintenant, on va voir le quatrième. Oui, mais je voudrais encore dire un petit quelque chose sur l'amylase salivaire, parce que moderne, ancestral, on peut quasiment deviner, ça va aller vite. L'amylase salivaire moderne est plus efficace. Elle est adaptée à la diète néolithique, pleine de glucides. Amylase, donc c'est l'enzyme salivaire qui existe aussi dans le pancréas, mais amylase qui digère les amidons. Voilà, c'est facile, qui casse les amidons en petites briques de 2 ou 3 glucoses. Et puis alors, plus tard dans le processus, ces briques de 2 ou 3 glucoses, maltose, maltotriose,
vont être encore scindés. Le dernier coup de ciseau se fait au niveau de la muqueuse intestinale, de la bordure en brosse de la muqueuse intestinale. Mais donc, digestion des amidons, beaucoup d'amidon dans la diète depuis l'explosion de l'agriculture, surtout évidemment des céréales, etc., dans le néolithique. Enfin, pas que les céréales, pommes de terre, maïs, tout ça. Enfin, maïs, c'est une céréale, mais pommes de terre et autres cultures qui sont apparues dans les derniers 10 000 ans, dans l'ère néolithique. Ben, tout ça a besoin, évidemment, d'amylase pour être bien digéré. Et de mâcher, parce que l'amylase, si on ne mâche pas, faut-il encore que la salive soit mélangée aux amidons. Mais alors là, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'il y a eu une accélération, une évolution très rapide, que moi j'ai comprise il n'y a pas si longtemps sur les canidés, puisque les chiens qui dérivent des loups sur un bon 30 000 ans, 35 000 ans, les chiens, je ne veux pas vous inonder de chiffres, sont bourrés d'amylase. Là, c'est de la pancréatique, parce qu'évidemment, on sait très bien que les chiens ne mâchent pas et n'ont pas la même dentition que nous, et ni la même alimentation. Toujours est-il que les chiens sont beaucoup plus adaptés à la digestion des amidons que les loups, et ils peuvent avoir 15 fois plus d'amylase pancréatique, peu importe, que les loups. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai appris ça un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans, on va dire maintenant. Je me suis dit, mais mince, et quid des humains alors là-dedans, ok ? Et effectivement, c'était étudié, c'était connu, mais ça n'a pas été exploité. On a toujours utilisé l'amylase salivaire pour faire maigrir les gens. Mais, vous savez, bon, tous ces trucs pour faire maigrir les gens, bon, enfin, moi, c'est pas mon premier intérêt en médecine, même si évidemment je comprends bien les demandes, mais moi je me suis dit, mais ça doit influencer la diète. Et chez l'humain, de nouveau je vous épargne les chiffres, entre un humain et un autre humain, il y a un ratio de 10 fois. Il y a des gens qui ont 10 fois plus d'amylase que d'autres. Eh bien, ceux-là sont évidemment beaucoup mieux équipés pour digérer du riz. Et digérer du riz, des risottos. Et les autres, s'il vous plaît, méfiez-vous du risotto. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas prendre un petit sushi là, comme ça en entrée, mais pas du risotto, et ainsi de suite. Donc ça c'est fondamental. Et moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que personne n'a vraiment exploité cette piste. Ceci dit, les études sur l'amylase manquaient un peu. Ce qui est bien, c'est que le livre sort de l'imprimerie le 3 septembre de l'année dernière, et le 4 septembre paraît un article gigantesque, somptueux dans Nature, et puis Science a suivi le mois après, en octobre, avec plein de détails. Donc il y a des choses, mais c'est plus poussé, c'est plus technique que ce que j'ai dans le livre, mais c'est exactement le même principe. Et notamment avec ces études qui sont postérieures à ma rédaction du livre, que j'ai fait d'ailleurs avec Julie Lioré, parce que bon, j'ai une co-autrice qui m'a bien aidé. Ces nouvelles informations qui résultent de ces publications récentes confirment ce que moi je soupçonnais, et notamment on chiffre ça. Sur les 12 derniers milliers d'années, on démontre une augmentation de l'amylase salivaire chez les humains. On est de mieux en mieux équipé au fil des millénaires pour digérer ces glucides. Mais une personne reste une personne. Est-ce que vous êtes moderne, bonne digestion des amidons, ou ancestrale, incapacité de digérer beaucoup d'amidons, et donc impact sur la diète? Et le dernier génotype qui, lui, digère bien le lactose. Oui, il est banal celui-là. Lactose, ça c'est connu depuis longtemps. Mais là, j'ai un petit scoop pour vous, Philippe. Alors, attendez, comment il s'appelle ce dernier génotype? Oui, alors il a 2 noms. Bref, c'est le génotype. Il y a MCM6 ou LCT. Bon, n'entrons pas là-dedans, mais vous pouvez demander l'un ou l'autre, vous aurez toujours le même résultat. C'est la tolérance au lactose. Vous êtes tolérant au lactose, et ça c'est moderne. Vous êtes intolérant au lactose, et ça c'est ancestral. Et puis alors vous avez l'hétérozygote, et l'hétérozygote, bonne nouvelle, il est tolérant au lactose, parce qu'il a quand même une capacité de digérer le lactose. Donc là, les hétérozygotes sont du côté des modernes. Alors le lactose, c'est le sucre du lait. Oui.
Et de tous les laits, parce qu'il y a des gens qui ont envie de dire il y a du lactose dans le lait de vache, mais il n'y en a pas dans le lait de chèvre et de brebis. Il y a du lactose dans tous les laits animaux, bien entendu, oui. Et donc ça, parce que là, ça va me permettre de raccrocher avec une dernière chose que je dois dire sur les amidons non digérés. Donc imaginons que vous avez peu d'amylase, vous avez trop mangé de risotto, vous n'avez donc pas digéré tous vos amidons de riz. Quand c'est pas digéré, Philippe, ça ne se désintègre pas dans les terres universelles. Ça descend plus bas dans le tube digestif. Ça nourrit les bactéries de fermentation, voire des levures. Bon, ça nourrit du microbiote que vous engraissez littéralement, sauf que c'est des glucides. Donc le terme, évidemment, est volontairement paradoxal. Mais toujours est-il que vous créez une dysbiose intestinale dominée par la fermentation parce que vous consommez des trucs que vous n'êtes pas foutu de digérer. Et c'est exactement le modèle du lactose pour les intolérants au lactose. Et ce modèle-là, il est bien compris. Les gens qui sont intolérants au lactose ont compris qu'ils ne devaient pas boire du lait. Alors, ils boivent du lait sans lactose, mais bon, là, le lactose est remplacé souvent par des cochonneries. Parce que les effets sont assez rapides. Voilà, et donc là, tout le monde est d'accord, mais c'est exactement le même modèle qu'avec des amidons que vous n'avez pas digérés. C'est le même principe. Et aussi rapide. Aussi rapide, je sais pas moi... Philippe, vous êtes particulièrement rapide, vous, dans vos processus intellectuels, mais tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Donc, peu importe la rapidité, l'effet, c'est une dysbiose de fermentation, et donc, côlon irritable, ballonnement, selles perturbées, gaz... voilà. Enfin, quand on est intolérant au lactose, ça fait à peu près ça rapidement. Vous avez essayé Oui, qu'on en parle. Tout dépend de la quantité. Ça dépend de la quantité. Alors, ça, c'est peut-être intéressant à dire. Un tout petit peu de lactose va toujours finir par passer. Ça ne va pas avoir d'énormes conséquences. Okay, c'est pas comme le gluten. Ceux qui ont des gros problèmes avec le gluten, un peu, ce n'est pas toujours bienvenu. Donc là, il faut faire une nuance. Mais le lactose, oui, ça dépend de la quantité. Le problème, c'est qu'il y a du lactose dans tout. Donc, c'est quand même mieux de savoir. Alors oui, le scoop, parce que venons-en au scoop, parce que finalement, pour un peu, on se loupe ce scoop. C'est que, et là, c'est vraiment de l'actualité des 15 derniers jours. Sur 2 semaines, j'ai 3 nouveaux patients chez qui je teste ces 4 génotypes par principe. Allez hop, les 4 du livre, je crois qu'il y a 1 an ou 2, j'aurais jamais testé lactose. Une famille qui vient de l'Anjou. Les 2 parents, je dis vos 2 parents sont angevins. J'étais très fier que je savais que quand on vient de l'Anjou, c'est des angevins. Je me trompe pas. Non, c'est bien, c'est des angevins. C'est pas mal, hein. Ouais. Pour un Luxembourgeois, oui, voilà. Et donc, alors ça c'est un cas. J'en ai aussi un anglais. Je dis les 2 parents anglais. Oui, anglais. Donc là, c'est encore presque pire. Et puis le 3e, c'est en France, mais c'est plutôt du côté de la Drôme, etc. Où là, c'est peut-être un peu plus près d'Italie. Bref, des gens dont on jurerait qu'il y a aucune notion d'intolérance au lactose, ni chez les parents, ni chez la personne. On est passé à côté. Mais quand vous le faites par l'approche génétique, génomique, donc génétique, comme je le préconise, bam, ils sont intolérants au lactose. Et donc, il y en a probablement beaucoup plus qu'on ne croit. Et ce sont des gens qu'on ne teste pas parce qu'on part du principe, a priori, qu'ils sont tolérants. Donc, si vous avez des problèmes digestifs, vérifiez quand même que vous êtes tolérant parce que peut-être que vous ne l'êtes pas. Comment est-ce qu'on fait justement tester ces génotypes ? Bon, je pourrais vous faire une démonstration là en direct, mais je ne vais pas le faire parce qu'il faudrait que je crache dans un pot. Ça se fait pas Si ? Non, c'est pas élégant. Non, mais c'est pas élégant, mais si c'est utile. Ça suffit, si vous voulez, pour aller pêcher votre ADN. Donc, on n'est même pas obligé de faire une prise de sang. Et évidemment, on peut le faire aussi sur du Non, mais en gros, on va où pour faire tester ces génotypes ? Bon, alors, il faut trouver évidemment quelqu'un qui peut être, en tout cas en France, un professionnel de la santé, pas nécessairement un médecin, qui vous guide vers un labo qui fait ça. Tous les labos ne font pas encore ça. C'est quand même des labos spécialisés, surtout à l'étranger. Bon, en France, c'est encore un peu, bon,
ça va venir, hein, parce que c'est tellement basique. Mais on rappelle que quand vous parliez de dysbiose il y a 20 ans, vous passiez pour un dangereux malade. Voilà. Donc, mais alors donc, aujourd'hui, je suis en France, je veux faire tester mes génotypes, je fais quoi ? Vous cherchez un médecin ou un professionnel de la santé, donc qui a un numéro de registration, etc., qui vous fait une petite prescription. Alors, il faut donner son consentement. Okay, parce que dès qu'on touche à la génétique, il y a besoin d'un consentement. Si on teste votre cholestérol et votre glycémie, il n'y a pas besoin de consentement. Si on teste vos génotypes, il faut un. C'est une formalité. Je veux dire, ça ne rime pas trop à grand-chose. C'était plus logique pour les maladies génétiques. Bon, ça se fait pour les génotypes, c'est très bien. C'est la règle, on la respecte. Donc, trouvez la bonne personne qui vous teste. Et qui connecte avec le laboratoire, et puis alors voilà, vous avez vos génotypes. Et bon, c'est vrai que c'était un peu le but du livre, c'est que si vous êtes un peu... Alors, chez nous en Belgique, parce que j'habite au Luxembourg, mais je suis quand même belge, désolé, mais on dit en wallon, un peu patois wallon, suti. Suti, ça veut bien dire, avec l'accent, hein, l'accent liégeois, hein, ça veut bien dire un peu subtil, hein. Le mot tend vers sa signification. Et mon livre en main, vous allez comprendre ce qu'on a ébauché ici dans notre discussion, et vous allez savoir un peu orienter votre diète et éviter les grosses erreurs catastrophiques. Bien, et vous verrez, si vous devez manger plus d'amidon, plus de lipides, plus de végétaux, c'est absent du livre les protéines. Oui, pas absent, mais ce n'est pas très... Si, ça va... Oui, bon, de toute façon, on meurt rapidement si on n'en mange pas, mais je veux dire, il y a les diètes hyperprotéinées, ça appartient au passé, et heureusement, si je peux me permettre. Donc, non, les protéines, c'est 20% de l'alimentation, voire 25% si vous voulez muscler, et puis ça ne change pas. Georges Mouton sur Beurre FM. Alors je rappelle que vous publiez Je mange selon mes génotypes aux éditions Exuvie. Alors c'est la première émission qu'on fait sur le sujet, on en fera d'autres. Hein. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Georges d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe. Merci et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.